12 ans de carrière, 6 albums et 15 millions de disques vendus à travers le monde à ce jour, tels sont les chiffres clés du parcours de Muse. Aujourd'hui sacré superstar du rock, et ce seulement au bout d'une dizaine d'années, Dominic Howard, Chris Wolstenholme et Matthew Bellamy se sont forgés au fil des années une solide réputation. En tant qu'auteur, compositeur, interprète et producteur, mais aussi et surtout d'extraordinaires performeurs sur scène. Et s'ils peuvent s'enorgueillir aujourd'hui de connaître un succès commercial et critique, c'est à force de chance, de persévérance, mais aussi de doute que Muse a gravi les marches du succès. Comment, au milieu des années 90, entre grunge et Britpop, ces trois amis d'enfance ont-ils débuté? Ils sont tous rencontrés à l'école, à Teignmouth, dans le Devon. Ils ont remporté un tremplin rock. Ils ont tout saccagé. Qu'ont-ils apporté à la scène rock et comment se sont-ils démarqués? Je me rappelle qu'on a quand même tous pris une grosse claque. Ça marche super bien, c'est vraiment l'accueil est très très positif. La France, c'était avant même l'Angleterre le premier pays à leur ouvrir les voies du succès. Quelles difficultés ont-ils dû affronter au fil des années? Ils étaient repérés sur Maverick, le label de Madonna à l'époque. Ils avaient demandé au groupe de retravailler certains morceaux. Le groupe a refusé. Comment le groupe s'est-il aussi rendu célèbre en jouant de prouesses techniques live toujours plus impressionnantes? Ça donne matière à des concerts complètement épiques. T'as pas besoin d'être fan de Muse. Tous les trois, ils tiennent hyper bien un stade. C'est un groupe qui, sur scène, met la claque à tout le monde. Quelle personnalité se cache réellement sous leur statut de rockstar? Matthew Bellamy, c'est quelqu'un de très agréable parce que c'est quelqu'un de très drôle. Des planches du lycée de leur Devon natal à la cérémonie de clôture des JO de Londres, du stade de Wembley au stade de France, des années showbiz à la consécration de Second Law, des 17 se plongent au cœur du destin d'une légende en marche. Retour sur le phénomène Muse. 1995, à l'heure où Matthew Bellamy, Dominic Howard et Chris Wolstenholme sont sur le point d'écrire l'histoire, la jeunesse mondiale baigne déjà depuis quelques années dans un mouvement venu des États-Unis, une révolution déterminante et sans précédent sur la scène rock. En fait, Muse s'est formé au milieu des années 90. 94-95. Sur la carte mondiale du rock, on est sur la fin de la période grunge, une fin de période qui est endeuillée par la mort de Kurt Cobain, qui est disparu au printemps 94. Et la scène rock américaine est encore très imprégnée. C'est un peu une année charnière, je pense, pour la musique en général, parce que Nirvana s'est éteint et puis il y a eu les débuts de Korn, de Marilyn Manson, un peu toute cette nouvelle scène qui a pris place en lieu et place justement du chant de ruine qu'a laissé Nirvana. En Angleterre, on est en plein pic de popularité de la Britpop. Le retour d'Oasis, la compétition Oasis Blur, qui était assez importante quand même. Les groupes qui cartonnent à ce moment-là s'appellent Blur, Pulp, Suède. En opposition à la violence et l'urgence qui montent d'un cran dans le rock outre-Atlantique, l'Angleterre, berceau de Muse, privilégie quant à elle à l'époque le retour de la mélodie avec la Britpop. Un cocktail détonnant qui va marquer les premiers pas des trois rockstars en devenir. Sure, I mean, the thing is, when we were growing up, we all went to the same concerts. Weezer at Glastonbury in 1995. I was right in the middle of the crowd. The Chili Peppers are great as well. Buckley for the first time, which is quite amazing. Rage Against the Machine a few times when I was probably that was the first band that really made me want to sort of get in the crowd and jump around and sort of go crazy. C'est un peu un melting pot d'influence qui est un peu, pour moi, le symbole de cette génération post-Nirvana qui a pris tout ce qui se faisait de mieux et qui l'a digéré, repris à sa sauce et ajouté évidemment sa propre touche. Ils se sont tous rencontrés à l'école à Teignmouth, dans le Devon, en Angleterre, qui est une petite ville portuaire où on s'ennuie ferme. There wasn't much happening down in our town, so to get out to these festivals, it's great to see so many amazing bands in one go. But après, ils ont fait Fixed Penalty, puis Chris les a rejoints. Il était multi-instrumentiste, il s'est mis à la base pour rejoindre le groupe. C'était plutôt glam, et c'est là qu'ensuite ça s'appelait Rocket Baby Doll. Ils ont remporté un tremplin rock à l'époque, quand ils s'appelaient Rocket Baby Dolls à leur lycée. Où ils se trouvaient assez piètres musiciens, donc ils y allaient vraiment comme ça, Matthew en jogging avec ses cheveux longs, et Dom qui était plutôt dans la cour un peu des plus durs dans le quartier, et ils ont tout saccagé à la fin. Voilà, ils ont saccagé la scène et du coup ils ont remporté
ce tremplin. We actually won the competition, and that was a big shock because we didn't think we were good musicians. We thought we were terrible. We were terrible, but it was the attitude and the vibe that won us the competition. And I think we realised then that that's what music's about. Je pense que ça déclenche quelque chose chez eux. Ils se disent on va pas rentrer à l'université, on va faire ce qu'on a envie. C'est à ce moment-là d'ailleurs qu'ils ont abandonné leur nom pour un nom plus simple à retenir, Muse. Petites anecdotes veulent que ce soit aussi, par exemple, pour pouvoir être assez graphiquement intégrable sur des posters, ce genre de choses, un truc percutant. Parmi la multitude de formations prometteuses que porte alors l'Angleterre, c'est Muse qui attire l'attention du producteur Dennis Smith. Il décide alors de créer Taste Media, un label uniquement dédié à ces petits protégés dont il sent poindre le génie. Il les a pris un peu sous son aile, ils ont composé, enregistré, essayé de faire sortir un hippie. Il y avait le premier, c'était Uno. Ils étaient des petits précurseurs déjà de l'album Showbiz qu'elle est arrivée. La presse anglaise, le célèbre New Musical Express en tête de file, flaire le potentiel et porte déjà ses espoirs dans le trio du Devon. Alors à l'aube de la sortie de son premier album, un coup d'essai qui va littéralement souffler le public. Quelques mois avant, ils ont fait leur première apparition à la Route du Rock à Saint-Malo. C'était en août 99. Moi, je me rappelle, j'étais à ce concert. C'était plusieurs mois avant que l'album Showbiz sorte. Et je me rappelle qu'on a quand même tous pris une grosse claque. Pour moi, je l'ai ressenti comme un ovni quand j'ai écouté leur premier album. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est ? C'est un groupe de rock avec des mélodies pop. Ils se réclament davantage d'une école mélodique, de quelque chose de plus ampoulé, de plus travaillé, de plus subtil. Ils ont digéré tout ça et ils ont livré l'énergie des guitares lourdes et tout ça dans leur propre mélodie et la voix de Matthew. À mon avis, oui, c'est le genre de groupe qui, dans tous les cas, interpelle. Et quand on prend, en tout cas sur Showbiz, un single comme Moscow Museum. Seul Museum, je pense que c'est le single mélodique, un peu pop, rock, flamboyant, qui envoie du lourd, dont tout groupe de rock rêve un jour. Et des petites bombes binettes comme ça, des petites bombes de singles, il y en a 3-4. Aux critiques, on avait conscience que c'était le premier album d'un grand groupe en devenir. Et les premiers à l'avoir compris restent le public français. Car si Muse a bien vu le jour en Angleterre, c'est chez nous qu'ils vont d'abord recueillir le fruit de leur travail. Ils m'ont toujours dit que la France, c'était avant même l'Angleterre, le premier pays à leur ouvrir les voies du succès. French Republic, very close to our hearts. You know, this was like the first country we played outside of England and some of the best gigs we ever experienced when we first arrived here. Of any of our gigs in the early days. Ils ont été très présents en France. Et c'est ça qui a fait le truc. C'est qu'ils sont venus et les gens leur ont réservé un accueil phénoménal. At the time, we didn't have the kind of heart, like a sort of enthusiastic fan base in England. You know, we had people who liked music, but it was not like they treated us like normal people. You know, but I think the first concert we did in New Morning, I remember. There was a lot of sort of young girls who seemed to be very enthusiastic, you know, and that was a big surprise to us, you know, because we'd never experienced this kind of audience. Et là, ça les a marqués parce qu'ils s'attendaient pas à un tel, ils s'attendaient pas à un succès du tout. Ça marche super bien, c'est vraiment l'accueil est très très positif. Ils sont venus faire nulle part ailleurs, c'était très déterminant. C'est leur premier passage télé mondial. Mais avec le succès et après l'odeur de sainteté, vient le temps des petites remises en question. Et niveau comparaison, Chris, Dom et Matthew vont en avoir une bonne ration. Je disais que c'était un album qui avait beaucoup de potentiel, qui était un album très réussi pour un premier album, parce qu'il était varié, parce qu'il était bien interprété, parce qu'il y avait déjà une maturité qui se dégageait chez ce groupe-là. Mais la principale critique, c'était quand même que ça ressemblait beaucoup à du Radiohead. Et pour cause,
C'est parce que le producteur du premier album de Muse en 1999, c'est John Leckie. Et John Leckie, c'est qui? C'est le producteur du deuxième album de Radiohead en 95, qui s'appelle The Bends. Il y avait quand même pas mal de similitudes musicales. Sur le premier disque, il y a quand même énormément de chansons, que ce soit Sunburn ou Unintended ou ce genre de titres, pas très rock, mais déjà un peu plus posé avec des pianos et tout ça. Je comprends l'idée que ça ait donné, que la voix, les envolées lyriques. Après, c'est vite une question qui est devenue un petit peu, pas embarrassante, mais bon, ils avaient envie d'exister en tant que groupe. Ils reconnaissaient avoir ce timbre de voix et ces envolées-là, mais que voilà, pour eux, c'était une influence parmi d'autres et qu'ils n'ont jamais tendu à remplacer Radiohead. Un sujet toujours un peu délicat donc entre les médias et le groupe, mais il en fallait plus au chanteur qui ne s'est pas gêné pour répondre à la polémique d'un direct du falsetto. Et à l'époque, je me souviens qu'avec toutes ces critiques, Matthew était... je serai le chanteur qui chantera plus aigu, voilà, par rapport à Tom York. Et toc, Tom York. La comparaison, pour moi, elle tient pas la route très longtemps. Oui, effectivement, entre le premier album et le deuxième, il y a déjà plus d'être. On a d'un seul coup un groupe qui est Radiohead, qui commence à vouloir se diriger vers une certaine retenue, un certain minimalisme. Et de l'autre côté, on a un groupe de rock qui, lui, va vouloir rajouter une couche de crème chantilly sur le millefeuille. Après l'accueil hors du commun dont a bénéficié leur premier album, il est désormais question pour les étoiles montantes du rock de transformer l'essai. Pour ce faire, les Anglais décident de ne pas perdre de temps et passent la seconde avec un deuxième opus à peine 1 an après Showbiz. Ils ont écrit, je pense, assez vite et sur la route, et donc c'était un peu précipité et tout, mais ça a été quand même l'album où tout le monde a vraiment découvert. Moi, je suis de 86, donc toute la génération 86-90, elle était forcément, quand elle s'intéressait au rock, elle est tombée sur Origin of Symmetry Muse. On était au lycée et on l'écoutait tous. C'est l'album sur lequel on a tous appris à jouer de la guitare.